Dimanche 14 novembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres. Tunisie, des milliers de manifestants ont battu le pavé aujourd'hui à Tunis. Les citoyens refusent toujours les dernières décisions du président Kais Saied. Libye, le fils cadet du président libyen assassiné en 2011 présente sa candidature pour les présidentielles. Saif al-Islam Kadhafi ne semble pas faire l'unanimité. Iran, le pays secoué par 2 puissants séismes consécutifs. Bilan, 1 mort, on en parle dans ce journal. Le Premier ministre et ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman s'est rendu aujourd'hui à Dubaï pour la cérémonie d'ouverture du salon aéronautique. On l'écoutera dans un instant. Nous le disions donc en titre, en Tunisie, ils sont des milliers à abattre le pavé depuis ce matin. Les citoyens refusent toujours les dernières décisions du président tunisien Kais Saied et exigent le retour au processus diplomatique. C'est un sujet signé Mohamed Amin Aberkan et Nabila Houssine. Ils sont une nouvelle fois descendus dans la rue. À Tunis, la capitale, ils étaient des milliers à battre le pavé pour une nouvelle journée de protestation. Les dernières décisions prises par Kais Saied ne passent toujours pas. Les manifestants ont donc décidé de continuer leur défense de la légitimité parlementaire et constitutionnelle, tout en dénonçant la mise en place de la politique d'austérité ainsi que la comparution des civils devant les tribunaux militaires. À cela s'ajoute une situation socio-économique difficile des citoyens et la violation des libertés. Les opposants du président de la République, Kais Saied, s'insurgent contre la confiscation des pouvoirs, lui qui a été pourtant plébiscité à l'unanimité pour gérer les affaires courantes du palais de Carthage. Ce sont principalement des sympathisants du parti Ennahda et du mouvement citoyen contre le coup d'État qui organisent cette manifestation à Tunis, la plus importante depuis le 25 juillet. Les appels sur les réseaux sociaux à participer à ce mouvement se sont multipliés ces dernières 24 heures. Le président Kais Saied avait pour rappel suspendu la constitution tunisienne à l'exception de 2 chapitres et du préambule qui lui accordent le contrôle de la majeure partie de la gouvernance, le droit de légiférer par décret et de réglementer les médias, la société civile et les tribunaux. Après un autre round de contestation, les Tunisiens sont plus que jamais décidés à remettre les pendules à l'heure. Nous venons de le voir, le consensus semblerait difficile. La gronde de la rue se poursuit, les revendications se multiplient sous fond de crise sociale profonde. On écoute à ce propos Wael Ounifi, journaliste tunisien contacté par Tinhinen Makassi. L'opinion publique est divisée en 3. Une partie du peuple soutient absolument les décisions du président Kais Saied et la trouve tout à fait légitime. Ces gens-là refusent catégoriquement le retour en arrière et n'acceptent aucune critique faite contre le président. Une deuxième partie s'oppose aux décisions du président. Ce sont majoritairement les partis politiques qui étaient représentés dans le Parlement, des politiciens et des activistes de la société civile, qui trouvent les décisions de Kais Saied antidémocratiques et anticonstitutionnelles. Une troisième partie a exprimé son optimisme à l'égard des décisions de Kais Saied et les trouve correctes, mais reste silencieuse et vigilante, en attendant l'aboutissement de cette phase de transition un peu particulière, sans cacher leurs craintes vis-à-vis des libertés et de la démocratie. Il s'agit de l'UGTT, l'UTICA et quelques partis politiques de gauche. Au Soudan, nouvelle vague de manifestations à travers le pays. Hier, des milliers d'opposants au coup de force sont de nouveau descendus dans les rues de Khartoum et sa banlieue. Les forces de sécurité ont tenté de les disperser à coups de grenades lacrymogènes. 6 manifestants auraient été tués. Retour sur cette journée mouvementée avec Imen Merad. Le Soudan fait face à une grave crise politique depuis le 25 octobre dernier,
après que l'armée soudanaise ait décrété l'état d'urgence, dissous les conseils de souveraineté et des ministres, révoqué des gouverneurs et arrêté des ministres et des chefs de partis politiques. Samedi, des milliers de personnes sont sorties dans les quartiers de Khartoum et dans d'autres États du Soudan pour protester contre ces mesures prises par le général Abdel Fattah al-Burhan. Les forces de sécurité ont tenté de les disperser à coups de grenades lacrymogènes. Selon un syndicat de médecins, au moins 6 manifestants ont été tués. Les autorités soudanaises ont annoncé que plusieurs sièges de la police ont été attaqués et 39 policiers ont été blessés lors de ces manifestations. Selon la même source, les manifestations étaient pacifiques mais avaient rapidement dégénéré. La police a indiqué avoir fait un usage minime de la force et a évité d'utiliser les armes à feu contre les manifestants. Pour rappel, l'armée soudanaise n'a libéré que 4 ministres arrêtés lors du coup de force et le premier ministre renversé Abdallah Hamdok est toujours en résidence surveillée. La communauté internationale appelle à un retour au gouvernement civil d'avant 25 octobre, mais en vain, le gouvernement n'a pas été formé à ce jour. Les États-Unis, de leur côté, ont exprimé leurs inquiétudes face aux mesures unilatérales prises par le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan en formant un nouveau conseil de souveraineté qu'il dirigera lui-même. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle au retour à l'ordre constitutionnel et à la libération de tous les détenus, parmi lesquels le Premier ministre Hamdok. Dans un tweet, le secrétaire d'État américain a annoncé, je cite, « Les États-Unis sont profondément préoccupé par l'annonce d'un conseil de souveraineté unilatéral au Soudan. » Fin de citation. Saïf el-Islam Kadhafi, fils cadet du président libyen assassiné en 2011, présente sa candidature pour les présidentielles du 24 décembre. Premier nom annoncé pour les candidats. Et déjà, il ne semble pas faire l'unanimité. Leïla Gertal. 10 ans après la révolution libyenne, le nom de Kadhafi fait la une des présidentielles avec son fils cadet Saïf el-Islam très controversé durant la période de la révolution en 2011. Saïf el-Islam a présenté hier depuis Sabha sa candidature. Il convoite ainsi le poste de premier magistrat du pays. Pour l'instant, le nom de Saïf el-Islam est le seul connu sur la liste des candidats à la candidature des présidentielles. Et même si la scène politique offre plusieurs noms, aucun de ces noms ne s'est clairement ou ouvertement prononcé, pour ne citer à titre d'exemple que les plus en vue, c'est-à-dire celui de Dbaïba, le premier ministre libyen, ou celui du très controversé Maréchal Haftar, personnage problématique en raison du texte sur les élections et de l'article 12 en particulier qui interdit à qui porte la double nationalité et au personnel militaire de se présenter au présidentiel. Allusion faite au Maréchal Haftar, bien sûr. Voilà qui laisse présager que la candidature de Saïf el-Islam al-Kadhafi ne fera pas forcément le consensus, encore moins l'unanimité. Dans un pays encore rongé par les divisions régionales et tribales, on voit mal comment l'ouest du pays et l'est pourraient accepter Saïf el-Islam al-Kadhafi comme président et lui accorder en quelque sorte la rédemption politique. Bien sûr, l'espace d'une conférence de paix à Paris, on aurait pu penser que toutes les dissensions sont aplanies, mais c'est sans compter avec la réalité du terrain. En attestent les dernières déclarations du président du Haut Conseil d'État libyen, Khaled Meshri. Celui-ci met en garde contre les élections présidentielles en l'absence, je cite, d'une constitution. Restons donc sur le dossier libyen et ses élections présidentielles avec cette annonce du fils el-Kadhafi, Saïf el-Islam, qui annonce donc sa candidature. Et pour en parler avec nous, Si Bachir Mohamed, académicien et enseignant universitaire. Bonsoir, monsieur. Comment voyez-vous le paysage électoral en Libye ? On a justement 3 questions qui se posent maintenant. On a la question des milices étrangères qui doivent quitter la Libye. On a la question des élections le 24 décembre. Et on a, en troisième lieu, les candidatures éventuelles, notamment pour des présidentielles. Là, les alliés étrangers et les belligérants sont d'accord sur les 2 premières questions, mais ne sont pas d'accord sur un représentant consensuel qui représenterait et l'Est libyen et l'Ouest libyen.
On voit ça avec la candidature éventuelle ou possible de Dbiba, le Premier ministre. On voit ça avec les déclarations d'El Mechri, le président du Conseil libyen, qui refuse qu'un représentant de l'Est libyen donné, c'est-à-dire le maréchal Haftar, se représente. On a la candidature qui commence à devenir réelle avec le dépôt du dossier du fils d'El Kadhafi. Là, on est loin du candidat consensuel, clair, car il se pourrait que ces élections, en se déroulant, une partie de l'Est libyen ou de l'Ouest libyen qui refuserait d'entériner les résultats ou de se retirer malgré la promesse faite par Dbiba el-Menfi de quitter le pouvoir une fois les élections terminées. Là, les trois questions ne sont pas assez claires. Et pour les Libyens et pour la communauté internationale qui suit avec attention ces élections. Monsieur, est-ce que Saif el-Islam peut aujourd'hui faire le consensus ? Justement, avec la déclaration d'El Mechri, le président du Conseil libyen, qui a dit en substance que les Libyens refuseraient qu'un criminel de guerre, bien sûr mettant l'accent sur un candidat éventuel le maréchal Haftar, si ce criminel de guerre, entre guillemets, se représente, ces élections ne seraient pas propres et honnêtes. Et là, les alliés d'une certaine partie en Égypte, notamment l'Est libyen, ont trouvé justement, ils ont sorti une carte de leur poche, celle de Saif el-Islam al-Kadhafi, qui pourrait créer un certain consensus si Haftar ne se représente pas ou que sa candidature est remise en cause par la communauté internationale. Il se pourrait que Saif el-Kadhafi jouerait le rôle du candidat consensuel, entre guillemets, mais avec un retour en arrière. Merci Monsieur Si Béchir Mohamed. Vous étiez en direct avec nous. Je le rappelle, vous êtes académicien et enseignant universitaire. Au lendemain de la conférence de Paris dédiée à la Libye, les tensions commencent à se faire sentir, que ce soit sur le front intérieur ou extérieur. Une conférence qui soutenait que la seule alternative pour la paix et la transition démocratique serait le grand scrutin de décembre et de janvier, ainsi que le retrait des forces et des mercenaires étrangers. Plus de détails avec Tinhinen Makassi. Les vieilles rancunes refont surface en Libye à quelques semaines du grand scrutin présidentiel en décembre et législatif en janvier. Khaled El Mechri, président du Haut Conseil de l'État, indique que l'institution dont il est le président ne participera pas à ces élections, ajoutant, je cite, que la loi électorale pourrait conduire un criminel à la tête du pays, visant le général Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est, dénonçant notamment le gel de la Cour suprême. Ajoutant que seul un report des élections d'un délai de 3 mois pourrait sauver la Libye d'un scénario catastrophe. Cela dit, l'homme politique libyen affirme que son institution n'aura pas recours à la force pour empêcher la tenue du scrutin et continuera à appeler à le boycotter, rapporte la presse locale. 24 heures seulement après la fin de la conférence de Paris autour de la Libye, plus rien ne va sur le front extérieur. Les rivalités hégémoniques reprennent le dessus. Ainsi, le porte-parole de la présidence de la République turque, Ebrahim Kalin, signale en réponse aux déclarations du président français Emmanuel Macron à l'encontre d'Ankara et de Moscou de retirer sans délai leurs mercenaires de la Libye que les militaires turcs sont en Libye dans le cadre d'un accord avec le gouvernement libyen. Pour la Turquie, ils ne peuvent donc pas être mis sur le même plan que des mercenaires qui y sont emmenés par d'autres pays. La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération est en visite de 3 jours à Alger. Elle a été reçue par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Leur entretien était axé sur les différents défis et questions régionales et internationales, notamment en ce qui concerne les causes palestiniennes et sahraouies. De son côté, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a mis l'accent samedi sur la nécessité de consentir davantage d'efforts pour libérer l'Afrique du néocolonialisme et trouver des solutions africaines au service des peuples de la région. Il a également réaffirmé la position constante de l'Algérie soutenant les causes justes des peuples. En Iran, 2 puissants séismes consécutifs ont secoué le sud du pays. Bilan, 1 mort. La télévision nationale en Iran a affirmé qu'une personne a été blessée après l'effondrement d'un mur et plusieurs personnes souffrant de traumatisme ont été transportées à l'hôpital. Le premier tremblement de terre était d'une magnitude de 6,4 et le second de 6,3.
Au Liban, des incendies ont fait un mort et plusieurs personnes ont été asphyxiées dans la région de Tyr. De nombreux espaces verts ont pris feu hier à travers le territoire libanais en raison d'une part de températures élevées et d'autre part de possibles raisons criminelles, selon le ministre de l'Intérieur Bassam Maoulaoui. L'un de ces sinistres a provoqué la mort d'un ouvrier égyptien. La plupart des incendies ont été rapidement maîtrisés. Santé, la situation est jugée inquiétante dans plusieurs pays de l'Union européenne. Le nombre de contaminations au Covid-19 bat des records. De sévères restrictions ont été mises en place afin d'endiguer cette nouvelle vague de contamination. En Lituanie, par exemple, le Parlement letton a voté en faveur d'une loi qui empêche les députés qui ne sont pas vaccinés contre le Covid-19 de voter, de participer au débat et de toucher un salaire. En Bulgarie, malgré une situation sanitaire préoccupante liée au Covid, le pays s'apprête à élire son nouveau président. Roumen Radev semble bien placé pour conserver son poste. C'est la 3e fois en 7 mois que les Bulgares sont appelés aux urnes dans un pays ravagé par le Covid-19. Le pays compte 200 morts par jour. Les hôpitaux sont débordés. Il faut noter que moins d'un quart de la population est vaccinée. Un drame vient s'ajouter à la situation déjà chaotique à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Un jeune Syrien est décédé la nuit dernière dans des circonstances encore inconnues. Plus de détails avec Safwan Ben Sabri. Le corps d'un jeune homme de nationalité syrienne a été découvert hier dans les bois près de Wolka Terekowska, indique un communiqué de la police dans la région de Podlasie, dans l'est de la Pologne. Selon ce texte, les causes du décès n'ont pas pu être déterminées sur place. Ce décès porterait à 11 le nombre de victimes mortelles de la crise migratoire à cette frontière entre l'Union européenne et la Biélorussie. Des migrants ont rapporté avoir été obligés par les forces biélorusses à franchir la frontière, mais avoir été refoulés par les gardes-frontières polonais, restant alors coincés à la frontière dans des conditions météo de plus en plus difficiles. L'Union européenne accuse le président biélorusse Alexandre Loukachenko d'avoir délibérément provoqué ce mouvement migratoire en réponse aux sanctions économiques qu'elle a prises contre la répression à l'encontre de l'opposition dans son pays. Alors que la situation politique n'avance toujours pas, le sort de milliers de migrants reste en suspens entre l'espoir d'une vie meilleure et la détresse d'une vie au jour le jour. Après 2 semaines de négociations autour du climat, les 200 pays de la COP26 ont adopté samedi un pacte de Glasgow pour accélérer la lutte contre le réchauffement de la planète sans assurer de contenir à 1,5 degrés Celsius ni répondre aux demandes d'aide des pays pauvres. Mohamed Amin Aberkan. Hearing no objections, it is so decided. Le texte a été adopté d'un coup de marteau du président britannique de la conférence mondiale pour le climat, Alok Sharma, à l'issue de 2 semaines d'éprouvantes négociations, témoignant de la difficulté à aboutir à cet accord. Le président de la COP26 s'est dit profondément désolé pour des changements de dernière minute introduits sur la question des énergies fossiles à la demande de la Chine et de l'Inde. Il avait plutôt estimé que l'accord inaugure une décennie d'ambition croissante en matière de climat. Le compromis trouvé n'assure guère le respect des objectifs de l'accord de Paris, limiter le réchauffement bien en deçà de 2 degrés et si possible à 1,5 degré. Les experts avertissent régulièrement que chaque dixième de degré compte, alors que se multiplient déjà les catastrophes liées au changement climatique, inondations, sécheresses ou canicules avec leur cortège de dégâts et de victimes. Le dossier explosif de cette COP26 est l'aide octroyée aux pays pauvres, un dossier qui a failli faire dérailler les négociations. Amadoué par les promesses toujours non tenues des plus riches de porter à partir de 2020 leur aide climat aux pays pauvres à 100 milliards de dollars par an. Les pays du Sud, les moins responsables du réchauffement, mais en première ligne face à ces impacts. Les pays développés, au premier rang, à leur tête les États-Unis, redoutent de possibles conséquences juridiques si sont fermement opposés. La conférence mondiale sur le climat a débouché sur des pas en avant bienvenus, mais ce n'est pas assez pour sauver la planète. La COP26 s'est donc achevée hier soir, laissant derrière elle de la déception pour les défenseurs du climat. Les accords de Glasgow ne laisseraient pas présager grand changement. On écoute à ce propos Sila Moubarak, négociateur sénégalais contacté par Tinhinen Makassi. Autre point crucial sur lequel étaient attendus les États partis lors de cette COP26 était également
la sempiternelle question du financement. Bien avant 2015, lors du protocole de Kyoto, les États avaient pris l'engagement de verser 100 milliards de dollars chaque année pour financer l'adaptation en faveur des pays les plus vulnérables. Malheureusement, cet engagement tarde à être respecté. Et sur le dernier rapport du GIEC, on peut déduire que chaque année qu'on perd pour décaisser cette enveloppe nous amène à un surplus du montant qu'on a besoin pour financer l'adaptation. Aujourd'hui, les communautés vulnérables continuent de souffrir et les communautés professionnelles, les organisations de travailleurs continuent également de réclamer le financement de la transition juste qui peut être liée aux questions d'atténuation. En dépit d'une situation pandémique complexe qui s'ajoute à d'autres obstacles croissants, l'économie européenne devrait poursuivre son développement d'ici 2023, souligne la Commission européenne dans ses prévisions économiques de l'automne 2021. Les précisions avec Mohamed Wali Ben Chaben. Selon les prévisions économiques de la Commission européenne de l'automne 2021, l'économie de l'Union européenne devrait poursuivre son essor et enregistrer des taux de croissance de 5% en 2021, de 4,3% en 2022 et de 2,5% en 2023. Cependant, le taux de croissance de la zone euro devrait être identique à celui de l'Union européenne en 2021 et en 2022 et s'élever à 2,4% en 2023. En outre, selon les prévisions de Bruxelles, le taux d'emploi dans l'Union européenne devrait croître de 0,8% l'année en cours, de 1% en 2022 et de 0,6% en 2023. Il devrait dépasser son niveau d'avant la crise l'année prochaine et passer à une phase d'expansion en 2023. L'exécutif européen précise que ces perspectives dépendent fortement de deux facteurs. L'évolution de la pandémie de Covid-19 en premier lieu et le rythme auquel l'offre s'adapte au redressement rapide de la demande après la réouverture de l'économie. En Équateur, au moins 68 prisonniers sont morts en l'espace de 24 heures lors d'affrontements d'une extrême violence entre membres de différents gangs dans une prison au sud-ouest du pays. Le pénitencier de Gayaïl, théâtre de violences inouïes à répétition. C'est un papier signé MLM Zenzitouni. Des affrontements d'une extrême violence entre gangs de détenus ont éclaté dans le pénitencier de Guayaquil, la plus grande prison du pays dans le sud-ouest de l'Équateur. Dans la soirée du vendredi à samedi, les autorités équatoriennes ont pourtant affirmé contrôler la situation après la mort d'au moins 68 prisonniers en 24 heures. Les faits de ces affrontements ont commencé vendredi soir dans le bloc 2 de ce vaste centre pénitentiaire. Le bilan officiel de la mi-journée du samedi était de 68 détenus tués et de 25 blessés. Corps mutilés, brûlés, sont les scènes d'une grande sauvagerie et barbarie sur place où les armes blanches, armes à feu et explosifs sont autant de moyens ayant servi cette mutinerie. Le porte-parole de la présidence Carlos Rejón a reconnu que de nouveaux incidents se produisaient à l'intérieur du pénitencier avec des attaques d'un quartier à l'autre. Le même porte-parole a affirmé peu après que la police était à l'intérieur de l'établissement et que la situation y était sous contrôle. Près de 900 policiers ont été déployés pour faire face aux incidents, dont 500 à l'intérieur même du complexe pénitentiaire. Le président Guillermo Lasso a tenu une réunion avec le haut commandement des forces armées et de la police. Une cellule de crise a été enclenchée. Guillermo Lasso, le chef de l'État, a invité des représentants de la société civile à commencer à organiser un dialogue à l'intérieur de la prison afin de mettre fin à la barbarie qui s'y déroule. Argentine, c'est un test décisif pour le gouvernement d'Alberto Fernandez. Les électeurs sont appelés aux urnes pour des législatives partielles qui permettront de renouveler la moitié des sièges de la Chambre des députés et le tiers du Sénat. Le président Alberto Fernandez et son équipe se présentent en position de faiblesse après la lourde défaite subie en septembre aux primaires qui sont une sorte de répétition générale des législatives. Les sondages donnent la coalition centriste d'opposition Juntos pour El Cambio gagnante au niveau national.
Dans le cadre de ses activités à l'étranger, le Premier ministre algérien, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, s'est rendu aujourd'hui aux Émirats arabes unis pour prendre part à la 17e édition du Salon aéronautique de Dubaï. Il a été reçu par Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis, Premier ministre, ministre de la Défense et gouverneur de Dubaï. On écoute à ce propos le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. إن جناح الجزائر الذي يقع في منطقة التنقل يأخذ زائريه في رحلة. Le stand de l'Algérie permet de faire voyager le visiteur de l'Expo Dubaï du sud au nord, démontrant les très importantes étapes du pays qui traduisent la profondeur anthropologique de l'Algérie. À Ain Bouchrit, on est témoin, considéré comme le berceau de l'humanité depuis 2 400 000 années, qui confirme son existence en tant que berceau de l'humanité. Le stand de l'Algérie met en avant les différents sites touristiques et leur diversification. Il met en exergue les différentes expressions culturelles et artistiques, ce qui rend la destination Algérie très intéressante et attractive. La réussite du salon, c'est la réussite de tous et c'est notre conviction. Et on reste à Dubaï avec l'exposition Dubaï 2020 qui met à l'honneur la participation algérienne à travers un pavillon qui suscite la curiosité des visiteurs. Plus de 150 000 depuis le début de cet événement mondial le 1er octobre. Déconcertant d'originalité et de réalisme, le pavillon algérien a déjà accueilli plus de 150 000 visiteurs depuis le début de l'Expo Dubaï 2020. Dans une structure inspirée d'une Casbah, vous êtes invité à vous lancer dans un voyage qui vous fera découvrir les points de vue, les sons, les personnages, l'histoire et les aspirations futures de l'Algérie. Ce voyage aux entrailles de la civilisation algérienne commence par la traversée d'une grande cour, ou Staddar. Habits traditionnels et autres produits de l'artisanat embellissent des allées bondées de monde. Découverte pour les uns, retour aux sources pour les autres. Dès le début du circuit, on est confronté au passé et aux différentes et multiples civilisations qui se sont succédées en Algérie et qui ont fait la richesse historique de ce pays. 3 ans que je n'ai pas eu l'occasion de retourner en Algérie. Pour moi, c'est vraiment une opportunité de venir à l'exposition et de voir le pavillon algérien. D'une, parce que du coup, ça nous rapproche indirectement de notre pays, de mon pays. Entre Zorna et Haouzi, le visiteur appréciera entre autres quelques notes musicales estampillées répertoire algérien. D'autres stations historiques, archéologiques et anthropologiques vous interpelleront au fur et à mesure que vous avancerez dans les dédales du pavillon, en passant du nord méditerranéen au Sahara des dunes et des cavernes. L'Algérie vue d'ailleurs et par autrui, notamment à travers une fresque murale d'interaction permettant à tout un chacun de partager ses impressions et son ressenti au travers de l'expérience Algérie à l'Expo Dubaï 2020. Et justement, on va s'intéresser au pavillon algérien aujourd'hui. L'exposition met à l'honneur l'Algérie justement. On regarde ce sujet signé Amira Bedia. Tout au long de la cérémonie Expo 2020 Dubaï, des milliers de visiteurs se baladent entre les dédales de cette exposition universelle. Un rendez-vous incontournable à ne pas rater. Une occasion pour ceux qui veulent connaître et découvrir d'autres cultures. À Dubaï, la journée de dimanche était dédiée à l'Algérie. Une célébration rehaussée par la présence du Premier ministre, ministre des Finances et représentant officiel de l'Algérie, Ayman Ben Abdelrahman. À la place Al-Wasl, où les stands de l'Algérie sont implantés, un décor féerique a été réalisé par les organisateurs. Un air d'Algérie à des milliers de kilomètres. La représentation musicale algérienne lors de cette Expo 2020 à Dubaï est revenue au groupe Day, qui sera le porte-drapeau de toute une nation. Une occasion pour les mélomanes du monde entier de venir découvrir et apprécier les notes jouées par le groupe Day, très représentatif de l'Algérie, le 22 du mois en cours au Jubilee Stage. Du shabi au gnawi, du jazz au flamenco, cette Expo 2020 à Dubaï vibrera au rythme d'une multitude de sonorités algériennes et universelles. Le rendez-vous est donc pris. Et juste avant, nous avons avec nous sur le plateau le leader et membre fondateur plutôt du groupe El Day, fondé en 2009, qui a sillonné l'Algérie dans des festivals et à travers les médias, à l'origine du tube Maria par exemple. Samir Merabet, bonsoir. Bonsoir Fatima.
Et justement, vous allez représenter l'Algérie à cette Expo internationale de Dubaï. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette participation ? Le groupe LDAY a l'honneur de participer à l'Expo 2020 à Dubaï. Donc pour représenter l'Algérie, c'est vraiment un honneur, un plaisir. On est impatient on va partir dans quelques jours. Donc il va y avoir un public international, c'est un événement mondial, c'est quelque chose l'Expo 2020. Et pour nous, ça va être la représentation de la jeunesse, de la musique, de la culture algérienne et tout ça. Et c'est pas votre première fois, vous devez être fier de représenter l'Algérie un peu partout dans des événements dans le monde. À chaque fois. Même en Algérie, on représente les Algériens, la culture et tout, ça nous fait vraiment plaisir. C'est pas notre première fois à l'extérieur. Oui. Donc on a représenté aussi l'Algérie au Brésil en 2014 pendant le mondial. Oui. On a fait aussi l'Afrique où on a participé à des festivals en tant qu'Algérien, en tant que ambassadeur de la musique et la culture algérienne. Et là, on va le refaire et Inch'Allah, on va tout le temps le faire et avec plaisir, on tlaou l'Alam le maximum possible. C'est ça notre objectif. On va parler un peu de musique après la sortie du single Riwaya en collaboration avec Tikou Bawil. Ensuite, le single Ken Ma'akoum Jet. Quels sont vos prochains projets ? Il y a pas mal de projets qui ont été préparés pendant la période, puisqu'il y a eu un petit vide et tout, donc on a pu préparer des singles, des vidéoclips et tout. Juste après le retour de Dubaï, on va commencer à diffuser au public, donc il va y avoir des surprises. Et en cours, il y a aussi l'album qui est en cours de préparation, le deuxième album du groupe Tay. Donc j'espère qu'on aura pas mal de fans qui vont nous suivre jusque-là. Donc, on attend un single de votre part à votre retour de Dubaï. Promis. Super. Merci Samir Merabet. Je le rappelle, vous êtes leader et membre fondateur du groupe LDAY. Merci Fatima. On va parler sport, football. J-2 avant d'affronter le Burkina Faso en match de la 6e et dernière journée du groupe A qualificatif à la Coupe du Monde Qatar 2022. La sélection nationale a effectué ce soir une séance d'entraînement. L'avant-dernière à Blida, un match nul ou une victoire permettra à l'Algérie d'accéder au barrage. Une défaite la mettrait hors orbite. Algérie-Burkina Faso, c'est ce mardi au stade Moustapha Chaker de Blida à 17h. Et en parlant de qualification en Coupe du Monde, 6 nations ont déjà validé leur billet pour le Qatar. Il s'agit bien sûr du Qatar en tant que pays organisateur. 4 nations européennes sont elles aussi qualifiées. L'Allemagne, le Danemark, les Diables Rouges de la Belgique et la France, victorieuse de la sélection de Kazakhstan, 8-0. En Amérique, c'est la Seleção, le Brésil, qui a obtenu son billet pour la Coupe du Monde en s'imposant face à la Colombie 1-0. En Afrique, il faudra encore attendre les matchs barrages prévus au mois de mars pour connaître les 5 représentants du continent africain. Et avant de se quitter, c'est la Minute Web proposée par Safwan Ben Sabri avec un tour du web en vidéo de Berlin à Paris en passant par la Mongolie. On regarde. Dans la Minute Web du journal, direction Tongliao, en Mongolie intérieure, où les changements climatiques semblent affecter de manière on ne peut plus directe le quotidien des Mongols. Le simple accès à la voiture est devenu une tâche herculienne qui demande beaucoup d'efforts. Le blizzard et 3 mètres de neige sont passés par là. Berlin, incident diplomatique ou simple malentendu entre la chancelière allemande et la reine du Danemark. Angela Merkel, pourtant connue pour sa poigne, s'est vue refuser son traditionnel poing par la reine du Danemark qui a royalement refusé la main qui lui a été tendue. À Paris, plus exactement à l'Elysée, où le respect de l'uniforme semble être un sujet sérieux, on peut cependant y croiser des ex-militaires haut gradés qui font le poirier sur le perron de l'Elysée. La scène se déroule durant le déjeuner des porte-drapeaux et représentations patriotiques, à chacun sa façon d'exprimer son patriotisme, dira-t-on. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve demain à 13h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News. À demain.